Les camions américains sont d'immenses machines puissantes et brutales, perçues dans le monde entier comme un symbole de force. Pourtant, un paradoxe saute aux yeux. Malgré leur allure impressionnante, leurs dimensions réelles et leur capacité de charge n'ont pratiquement pas évolué depuis plusieurs décennies. Et voici un détail surprenant. Le mastodonte que tu vois à l'écran n'est même pas américain. Il vient de Finlande. Ce sont justement des pays comme celui-ci qui prennent aujourd'hui de l'avance, tandis que les États-Unis semblent figés dans le passé. Au cours des 100 dernières années, presque tous les modes de transport de marchandises ont considérablement grandi. Les trains se sont allongés, les navires sont devenus gigantesques. Mais les camions américains, eux, semblent être restés à la même échelle. Certes, les cabines ont gagné en volume de manière spectaculaire. Les chauffeurs vivent désormais dans de véritables petites maisons roulantes. En revanche, les remorques et le poids total autorisé restent quasiment identiques à ce qu'ils étaient il y a 40 ans. Pourquoi tout progresse-t-il autour alors que les camions américains stagnent ? Pourquoi ne pas augmenter leur dimension alors que la technologie le permet ? En creusant le sujet, il devient évident que le problème ne tient ni à la puissance des moteurs, ni aux capacités techniques, mais bien aux règles et à l'histoire. Lorsqu'on parle de camions aux États-Unis, on désigne avant tout un tracteur avec semi-remorque. En Europe, on parle d'ensembles articulés, mais leurs origines sont communes. À la fin du XIXe siècle, l'ingénieur Alexander Winton, originaire de Cleveland, cherchait un moyen de transporter ses automobiles sans accumuler de kilomètres au compteur. Son entreprise, la Winton Motor Carriage Company, prit un châssis automobile classique et l'adapta pour tracter une remorque conçue pour un seul véhicule. C'est ainsi qu'est né le premier semi-remorque. Avec l'essor de l'automobile au début du XXe siècle, les camions ont eux aussi évolué. En 1913, le Massachusetts introduisit l'une des premières limites de masse maximale, fixée à environ 12,7 tonnes. C'est à cette période qu'un véritable bond technologique s'est produit. Les moteurs diesel sont devenus plus efficaces, les pneus pneumatiques ont remplacé les roues pleines, et les systèmes de freinage et de direction ont été améliorés. Tout avançait de concert. De meilleures routes permettaient des camions plus lourds. Des camions plus grands réduisaient les coûts de transport. Des coûts plus bas stimulaient la demande. Et cette demande, à son tour, imposait la construction de nouvelles infrastructures. La situation a changé en 1956, lorsque les États-Unis ont construit le réseau des autoroutes interétatiques, un vaste système de voies rapides reliant l'ensemble du continent. C'est à cette époque qu'un plafond fédéral de masse d'environ 33 tonnes a été fixé. Ces axes larges et modernes ont permis l'utilisation d'ensembles routiers plus imposants. Et pour la première fois, le transport routier est devenu un concurrent sérieux du rail. Parallèlement, dans les années 1960 et 1970, une véritable culture des routiers longue distance a émergé. De nombreux vétérans de guerre sont devenus chauffeurs. Des films, de la musique et toute une mythologie professionnelle ont vu le jour, transformant le métier en symbole de liberté. Puis survint le choc pétrolier de 1973. Le carburant a brusquement renchéri, des quotas ont été instaurés et la vitesse maximale a été limitée à 90 km/h. Les chauffeurs ont protesté. Ils passaient des heures à faire la queue pour obtenir du diesel et réclamaient l'autorisation de transporter davantage de marchandises. D'un point de vue économique, il était bien plus rentable pour un conducteur de tracter un ensemble lourd que de répartir la même charge sur 2 camions distincts. En 1982, les règles ont été modifiées. La longueur autorisée des remorques a été augmentée de 1,5 m et la masse totale portée à 36 tonnes. Puis le processus s'est arrêté là. La raison était simple, la crainte pour la solidité des ponts. On estimait que des camions encore plus lourds risquaient d'endommager les infrastructures existantes. Depuis cette date, voilà près de 40 ans que les poids lourds américains n'ont plus le droit de gagner en masse. Une autre conséquence indirecte de la réforme de 1982 est souvent oubliée. La longueur du tracteur n'était désormais plus prise en compte dans les limites légales. À partir de ce moment, les cabines à nez plat de type cab-over ont progressivement disparu. Les conducteurs ont bénéficié d'une plus grande liberté et les modèles à long capot dotés d'immenses couchettes sont devenus la norme. Le système américain de transport routier est ainsi resté figé pendant des décennies. La masse maximale autorisée d'un ensemble routier, selon les règles fédérales, demeure proche de 36 tonnes. L'immense majorité des chauffeurs opèrent strictement dans ces limites. D'un point de vue purement technique,
Ce plafond pourrait être relevé, au moins jusqu'à 72 tonnes. Pourtant, personne ne se presse pour lever ces restrictions. L'idée d'augmenter les seuils est rarement débattue au sein du secteur, et une telle décision ne pourrait de toute façon être prise que par le Congrès des États-Unis. Sur fond de telles restrictions, les camions européens modernes se distinguent particulièrement. Prenons par exemple les modèles de 2025 autorisés en Suède et dans les pays voisins. Sur le plan technologique, ils ont pris une avance considérable. La sécurité y joue un rôle central. Les tracteurs européens sont équipés de nombreux airbags, y compris des rideaux latéraux, ainsi que de protections le long des flancs, destinées à réduire les risques pour les piétons et les cyclistes. En termes de puissance, les modèles européens se montrent eux aussi souvent supérieurs. Les tracteurs à cabine avancée disposent fréquemment d'une réserve d'environ 170 chevaux de plus que les grandes machines américaines. Pendant qu'aux États-Unis, pendant des décennies, la cabine du conducteur s'agrandissait surtout, se transformant presque en module d'habitation mobile, les dimensions et les capacités des semi-remorques évoluaient très peu. Ce contraste est particulièrement visible face à l'Europe du Nord, où les normes de transport ont été révisées à plusieurs reprises. En Finlande et en Suède, depuis 2019, la longueur maximale autorisée d'un ensemble routier atteint 35 mètres, pour une masse pouvant aller jusqu'à 76 tonnes sur certains itinéraires. Les tracteurs eux-mêmes n'ont pas fondamentalement changé. Ce sont surtout la longueur totale et le nombre de remorques qui ont augmenté, tout en conservant la même base technique. Cette approche peut surprendre. Les routes scandinaves évoquent souvent des axes étroits et des centres urbains anciens. Pourtant, les spécialistes locaux ont étudié pendant des années l'impact des ensembles routiers plus longs sur l'économie et la sécurité. La conclusion a rejoint celle à laquelle les États-Unis étaient déjà parvenus dans les années 1970. Plus un seul convoi transporte de marchandises, plus le coût de livraison par tonne diminue. Certes, ces grands ensembles consomment un peu plus de carburant et nécessitent des chauffeurs mieux rémunérés, mais rapporté aux tonnes-kilomètres, leur efficacité est nettement supérieure. Au-delà de l'aspect économique, il existe également un bénéfice environnemental. Les ensembles routiers de grande taille consomment moins de carburant par tonne transportée, ce qui permet de réduire le niveau global des émissions. Pour la Finlande, le passage à des ensembles routiers plus lourds a entraîné une réduction des émissions nocives d'environ 33%, sans dégradation du niveau de sécurité. Des études finlandaises menées avec la participation de dizaines de cyclistes ont montré que le risque lors d'un dépassement dépend non pas de la longueur du camion, mais de la vitesse et de la distance latérale. C'est précisément pour cette raison que les règles locales imposent l'installation obligatoire de systèmes de freinage d'urgence, d'assistance au maintien dans la voie et de caméras à vision panoramique. À partir de 2019, ces ensembles routiers ont été officiellement autorisés à circuler. La longueur maximale a été augmentée de 10 mètres et la masse autorisée portée à 76 tonnes, soit presque le double de la limite américaine. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que des charges de ce type pourraient aussi être supportées par les tracteurs américains. D'un point de vue technique, ils disposent d'une puissance suffisante. Ce sont uniquement les règles en vigueur qui leur interdisent de travailler avec des ensembles de plus grande taille. Aujourd'hui, l'idée d'augmenter les dimensions des ensembles routiers est également étudiée par le Danemark, la Norvège et même par l'Union européenne, qui analyse la possibilité de passer à des convois plus longs et plus lourds. L'Australie, en revanche, évolue dans une catégorie à part. Si la Finlande et la Suède ont déjà pris de l'avance en matière de dimension, les Australiens vont encore plus loin, au point que cela dépasse l'imagination. Les camions locaux peuvent atteindre environ 53 mètres de long et une masse autorisée allant jusqu'à 136 tonnes. Ces ensembles sont appelés road trains ou trains routiers. Ce n'est pas une image, il s'agit réellement d'énormes convois composés de plusieurs remorques tractées par un seul véhicule. D'ailleurs, si le sujet des road trains australiens t'intéresse, une vidéo détaillée est déjà disponible sur ma chaîne, où j'explique comment ces géants fonctionnent et pourquoi ils survivent là où les camions classiques n'auraient aucune chance. L'Australie détient même un record du Guinness. Dans un cas précis, un tracteur a tiré un ensemble d'une longueur proche de 1,5 km. Il s'agissait d'une démonstration, mais elle illustre parfaitement les charges que les ensembles routiers modernes sont capables de supporter. L'apparition de tels géants s'explique simplement. L'Australie est l'un des pays les moins densément peuplés au monde, et dans le même temps, le pays doit transporter du minerai, du carburant, des produits agricoles et des équipements sur des distances immenses. Il n'existe pas de réseau ferroviaire dense couvrant tout le territoire, tandis que les routes permettent de faire circuler de longs ensembles à travers le désert.
Un seul autopoids lourd remplace plusieurs camions classiques. Moins de chauffeurs, moins de trajets, moins de coûts par kilomètre. Ce modèle s'est donc révélé efficace. Mais une question demeure. Si les États-Unis sont un pays aussi vaste, avec de larges autoroutes et de longues distances, pourquoi les camions américains restent-ils toujours limités aux mêmes 36 tonnes? Ni le secteur ni le cadre législatif ne débattent réellement d'une augmentation des normes, alors que l'efficacité du transport dépend directement de la quantité qu'un seul conducteur peut acheminer en un trajet. Cette différence apparaît clairement dans les données à long terme. Depuis le début des années 1990, la productivité du transport ferroviaire aux États-Unis a progressé 5 fois plus vite que celle du transport routier, alors même que les camions assurent environ 65% de l'acheminement total des marchandises. Un tel retard a des conséquences à la fois économiques et environnementales. Certes, les émissions liées au transport ont fortement diminué au cours des 2 dernières décennies, mais le potentiel d'amélioration reste considérable. Lorsqu'on observe l'expérience d'autres pays, le constat est clair. Augmenter la capacité de charge des ensembles routiers élargit l'accès au transport, réduit les coûts logistiques et stimule le développement du marché. C'est précisément un domaine où des normes adaptées peuvent transformer radicalement l'efficacité de toute une industrie. La seule inconnue reste de savoir si la volonté politique émergera un jour pour réviser des limites devenues obsolètes.